Coucou. En vrai, je suis content de faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler du Z Flip 7. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Est-ce qu'il en vaut le coup par rapport au 6 qu'on peut trouver moins cher? On perd pas de temps et on voit ça tout de suite. Bon, parlons un peu de son aspect, je le trouve juste incroyable. Je l'ai pris en verre d'eau car c'est la couleur exclusive du Samsung Shop et ça lui donne un petit côté rafraîchissant, je trouve. Mais je vous le dis, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, vous pourrez pas vous tromper, elles sont toutes magnifiques. Mais le bleu, je vais pas vous mentir, si je devais le garder sur le long terme, bah en fait, je serais directement parti sur cette couleur-là. C'est purement subjectif, mais je la mets tout en haut du classement. Mais il fallait quand même tester la couleur qu'on n'a pas en magasin, voilà. Maintenant, sur les côtés, on peut retrouver des bords en aluminium Armor assez mat pour éviter les traces de doigts. Et sur l'arrière du smartphone, on peut retrouver une plaque de verre, ce qui donne un rendu très doux et très classe. Et tant qu'on en parle, bah, de mon côté, j'ai fait très gaffe, j'ai été sage, donc rien à signaler, mais j'ai quand même entendu dire qu'il se rayait assez facilement. Ce qui nous fait une super transition pour le sponsor de la vidéo qui est personne. On n'est pas encore à ce niveau-là dans le YouTube game. Donc voilà, faites gaffe quand même à toujours prendre une petite coque de protection, surtout quand on met autant d'argent là-dedans. Toujours sur la prévention, il est important de mentionner que le smartphone est certifié IP48, ce qui fait qu'il est résistant à l'eau, mais pas à la poussière et au corps solide de moins de 1 mm. Donc attention quand vous allez à la plage. Et pour finir, il est si fin, enfin, même quand on le replie sur lui-même, il prend pas beaucoup d'espace. Concrètement, il fait 0,4 mm de moins que le Z Flip 6, et à titre de comparaison, mon S25 Ultra fait lui 8,2 mm, et cet écart se fait vraiment ressentir. Bon, du coup, pour résumer, qu'est-ce qu'on dit la première fois qu'on le tient en main sans même l'avoir utilisé? Bah, qu'on a un beau rectangle, voire des fois un petit carré, assez robuste et qui transpire le premium, et surtout, qui est armé de ces deux écrans. Bon, pour les écrans, on va commencer par le plus intéressant. Et c'est à l'arrière du smartphone que l'on retrouve la star du jour, un magnifique écran Super AMOLED qui peut atteindre 2600 nits et 120 images par seconde. Il n'est pas LTPO et du coup il ne peut pas atteindre une image par seconde pour économiser de la batterie, mais vu ses dimensions, c'est qu'un détail, car il ne sera pas le plus énergivore. Mais vous savez quoi, tout ça pour le moment c'est pas important, ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il prend la totalité de la surface disponible. Concrètement, on passe du Flip 6 avec un écran de 3,4 pouces à 4,1 pouces sur le nouveau. Et franchement, faut le dire, une fois allumé, cet écran, il est juste magnifique. Les couleurs sont belles, tout est lisible, on peut consommer du contenu, mais je reviendrai sur ce sujet durant la partie logicielle. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est à 2600 nits, du coup il est assez lumineux en extérieur comme en intérieur. Plutôt l'inverse. Maintenant, ça aurait été incroyable si on avait eu le revêtement matifiant des Ultra. Car malgré le fait qu'on peut l'utiliser dehors en plein soleil car il est lumineux, comme n'importe quel écran, il présente ses limites. Mais bon, il faut toujours une marge de progression et il faut créer la différence entre les gammes, du coup je peux comprendre qu'il n'y soit pas. Maintenant, concernant l'écran interne, je l'ai vraiment apprécié, mais j'ai pas été convaincu. Bon déjà, commençons par le commencement, les specs. Alors on a un écran dynamique AMOLED 2X, un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz, et une luminosité maximale de 2600 nits. Du coup, les couleurs sont vives et grâce à l'AMOLED, les contrastes sont profonds. Du coup, pour un usage intérieur, il n'y a rien à signaler. Ça marche vraiment bien. La pliure ne se voit que très peu, voire même pas du tout. Mais, c'est en extérieur que j'ai pas été vraiment convaincu. En fait, dû à la technologie d'écran pliable, c'est pas une dalle de verre qu'on a. Et ce qui fait qu'avec les reflets du soleil, on a un rendu des fois un peu plastique. Et du coup, la rainure, qui a bien diminué après chaque itération, se voit. Mais si c'était que ça irait. En fait, lorsqu'elle se voit, ça crée une distorsion des reflets, ce qui fait qu'il est pas si agréable à utiliser lorsqu'on est dehors. Et accessoirement, on perd donc ce côté premium. Alors je chipote sûrement un peu, mais ça me donnait moins envie d'utiliser l'écran interne et plus d'utiliser l'écran externe, car il fait moins cheap. Maintenant je sais, j'évoque beaucoup de désavantages pour cet écran, mais il a quand même des avantages bien plus subtils. Si vous regardez de près, vous verrez comme l'année dernière qu'il possède une protection d'écran déjà pré-appliquée par Samsung pour éviter les rayures. Bah ouais, parce que plus quelque chose est mou comme un écran pliable, plus il est sujet aux rayures. Donc Samsung a conscience que son écran est fragile et du coup il nous donne une protection d'écran gratuite qui passe assez inaperçue. Et dernier petit point concernant cette protection, si vous avez essayé de la retirer ou si elle s'est abîmée, je crois que Samsung prend en charge le remplacement pendant 1 an. Du coup continuons sur cet écran, au vu du format 21/9, c'est un écran assez longiligne, ce qui fait qu'il est assez simple de cliquer sur les éléments à l'opposé de votre pouce sans lâcher le maintien de votre smartphone. Mais du coup, ce format a aussi ses désavantages, c'est-à-dire que si vous voulez consommer du contenu avec YouTube ou Netflix, dans une majorité du temps, vous vous retrouverez avec des jolies bandes noires sur les côtés. En fait, le problème avec cet écran, c'est qu'il est toujours à ça d'être bon, mais il a trop de contraintes qui lui sont appliquées, ce qui fait que quand on a l'écran externe, on a un effet un peu waouh, mais dès qu'on ouvre l'écran interne, on est un peu déçu finalement. Enfin, en tout cas, je suis un peu déçu.
Oh, et tant que j'y pense, lorsque j'avais fait ma vidéo sur le S25 Ultra, j'avais dit que mon ancien smartphone avait une teinte un peu jaunâtre par rapport au nouveau. Et bah j'ai eu la même chose entre le S25 Ultra et le Flip 7. Alors que le S25 Ultra n'a que 4 ou 5 mois, c'est rien du tout. Et la raison en fait elle était très simple, c'était dû à l'écran de protection que j'avais mis dessus. Donc si vous êtes amateur de photos et de vidéos et que vous avez mis une protection en verre sur votre écran, bah je vous conseille quand même de la retirer après un certain temps car ça va changer la colorimétrie. Bon, je pense en avoir terminé avec les écrans, j'aborderai la partie logicielle un peu plus tard en vidéo avec toutes les possibilités qu'ils offrent, mais en attendant, concentrons-nous sur la batterie qui les alimente. Bon regardez, je vais faire simple, on a un smartphone assez fin et en plus de ça, il se plie. Si on combine ces deux choses-là, on a souvent des sacrifices. Et bah la batterie n'a pas été sacrifiée. Avec une capacité de 4000 mAh, elle tient bien. Non, elle tient vraiment bien. Alors à titre d'exemple, pour mon utilisation qui est pas mal centrée autour de YouTube, Deezer et les réseaux sociaux, voire quelquefois de la photo et de la vidéo, bah j'ai pas été vraiment inquiet de finir le soir en dessous des 20%. Et je parle pas du soir à 18h en finissant le travail, je parle du soir après les activités qui suivent le travail. En fait, avant d'aller plus loin, il y a quand même un problème à soulever. C'est que 2 semaines, c'est pas assez pour tester une batterie. Donc je vous le dis, mon jugement ne tiendra peut-être pas dans le temps. Et pourquoi est-ce que c'est pas assez? Parce que à force d'utiliser son téléphone, de télécharger des applications, en fait, le téléphone stocke du cache, fait des choses en tâche de fond, et ça grignote de la batterie. Continuellement. Et c'est ce que j'ai sur mon S25 Ultra actuellement. C'est-à-dire que la moindre petite action consomme ouvrir une application, écrire des messages, ça dépensera bien plus de batterie que ce que ça devrait. Et c'est quelque chose que je n'ai pas encore sur le Z Flip, malgré le fait que j'ai essayé de l'utiliser au maximum en tant que téléphone principal. Donc malgré tout, je place ça ici, mais n'hésitez pas à faire 3 choses, c'est-à-dire purger la mémoire de votre smartphone. Pour ça, vous allez dans l'application maintenance de l'appareil et vous cliquez sur optimiser. Ou sinon, vous fermez vos onglets dans votre navigateur et vous fermez les applications qui ne servent à rien. Et dernier petit point, mettez aussi des applications en veille profonde. En fait, de base, il y a 2 modes veille. Un dans lequel l'application pourra quand même envoyer des notifications et agir en tâche de fond, et l'autre dans lequel elle ne fait rien, elle est stoppée. C'est celui-là dont je vous parle. Et à titre d'exemple, lorsque j'ai téléchargé le jeu Pokémon TCGP, mon téléphone s'est mis à consommer de la batterie toutes les nuits. Il prenait au moins 5% juste pour faire fonctionner le jeu en tâche de fond, je sais même pas pourquoi. Du coup, je l'ai mis en veille profonde et à partir de là, c'était nickel. Bon, même si la batterie est performante, il y a quand même un gros point noir évoqué, la recharge est malheureusement capée à 25 watts. 1h30 pour recharger le smartphone en 2025, c'est un peu limite. Mais bon, on n'a qu'à dire que tout ça c'est assez équilibré, parce que d'un côté, on a une recharge assez lente, et de l'autre, on a une batterie qui se décharge assez lentement car elle est optimisée. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'elle est optimisée grâce à un processeur qui en a fait râler plus d'un. Exynos. Le nom maudit, les processeurs hués par le passé. En fait, c'est simple. Samsung a toujours oscillé entre 2 types de processeurs. D'un côté, les Exynos qu'ils produisent eux-mêmes, et de l'autre, les Snapdragon de Qualcomm. Ces derniers sont généralement plus performants et plus efficients, alors que les Exynos ont toujours un peu de retard. Ouais, mais là on est en 2025, ça fait des années qu'ils peaufinent leur processeur, on devrait avoir du changement. Mais c'est toujours pareil, le Snapdragon 8 Elite met une petite vitesse à l'Exynos 2500, qui n'est certes pas bien loin derrière en termes de performance. Mais, parce qu'il faut quand même nuancer, l'Exynos 2500 n'est pas du tout un mauvais processeur pour autant. Comme je l'ai démontré un peu plus tôt, il est assez efficient, la batterie ne se décharge pas trop vite, il permet une utilisation assez fluide et assez agréable, mais juste le poussez pas trop pour des sessions photo, ça lui arrivera un peu de chauffer et du coup ça entraînera quelques petits lags. D'ailleurs, vu qu'on aborde le sujet de la photo, il est temps de voir ce que valent les 2 petits objectifs à l'arrière de l'écran. Alors comme l'année dernière, au dos du Flip, on a 2 appareils photo. Un grand angle de 50 mégapixels et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Bon du coup si je compare le Z Flip avec mon S25 Ultra, à première vue les photos semblent quasiment identiques. Dans les 2 cas on a de bons résultats, mais il semblerait que le S25 Ultra ait légèrement plus de contraste, légèrement plus de saturation, et qu'il semble capter plus de données dans les ombres. Avec le zoom x2 en pleine journée, on est aussi sur quelque chose d'assez similaire, mais le traitement du Snapdragon donne un léger avantage au S25 Ultra, mais ça reste encore minime. Là où j'étais surpris, c'est grâce au x4 qui offre une bonne restitution des détails, c'est quasiment identique sur les 2 smartphones. Quant au zoom x10, bon, c'est logique, passer du x1 et zoomer 10 fois dans l'image, ça a ses limites, mais il a le mérite d'exister, mais ne comptez pas sur ce zoom. C'est un peu comme le x100 sur le S25 Ultra, c'est là, c'est marrant, mais ça sert pas à grand chose. Maintenant, en faible luminosité, on remarque que le x1 du S25 Ultra a un avantage car il permet d'avoir une meilleure netteté. Et à cela, on ajoute aussi le fait que le Flip a tendance à plus exposer son image que le S25 Ultra.
Pour le x2, toujours un avantage au S25 Ultra, mais son concurrent est vraiment pas loin derrière. Bon, maintenant le x4, c'est pas ça, faut le dire. Le téléphone rencontre des réelles difficultés, et le x10, bon... Allez. Pour la vidéo maintenant, on est capé à du 4K 60 fps, ce qui est très bien car une majorité des consommateurs n'ont vraiment pas besoin de plus. Et petit point cool pour ceux qui veulent étalonner leurs vidéos, il y a aussi l'accès au mode log. Par contre, j'étais surpris d'une chose, c'est la gestion de la netteté. Il se passe quoi là? Pourquoi est-ce que le gazon et le feuillage ont l'air si peu naturels? En fait ici le Z Flip tente de surcharger la netteté de la vidéo, ce qui ajoute du faux détail et retire le côté doux et naturel. A noter aussi que le S25 Ultra a de son côté un peu trop de saturation. Pour le coup, ce sont les couleurs ternes du Flip qui se rapprochent un peu plus de la réalité. Après, dans d'autres exemples, le résultat est totalement convenable, et ce genre de problèmes peuvent largement être réglés via une mise à jour. Et pour la caméra selfie de 10 mégapixels, vous savez quoi? Oublions-la un peu. Parce que si on va faire des selfies avec le Flip, on va les faire en exploitant tout le potentiel du smartphone, avec les caméras externes. En vrai, j'ai trouvé ça assez amusant de pouvoir placer le Flip en angle droit, et de pouvoir prendre des photos, ou même de le tenir à une main et de voir directement le rendu. En fait, on a quand même l'impression de tenir un petit miroir en main, et niveau feeling, ça met une petite claque quoi. D'ailleurs, c'est pour ce genre de cas d'usage que je trouve que l'agrandissement de l'écran externe est vraiment le bienvenu. Et puis bon, regardez ce qu'on a d'autre, on peut tenir le smartphone comme un caméscope pour prendre des souvenirs de famille, si c'est pas beau tout ça. C'est un petit exemple amusant, mais de manière générale, je trouve que Samsung a bien su optimiser son logiciel pour faire la passerelle entre le design et les caméras. Maintenant, sans doute, le logiciel n'est pas juste optimisé pour les caméras, on va voir ce que ça donne avec le reste. Bienvenue dans One UI 7.1, ou plutôt One UI 8. Bon, concrètement, on a un nom de version majeure, mais pour des modifications qui sont assez mineures, ce qui fait que je pense pas en faire une vidéo dessus, mais j'en ferai des shorts. Ce qui nous intéresse ici, c'est pas totalement ce que One UI 8 apporte, mais plutôt ce que le logiciel apporte au Z Flip, et principalement via son écran externe. Et je vais pas passer par quatre chemins, c'est optimisé, mais limité. Par défaut, on a pas mal de widgets pour voir ses contacts, mettre une alarme, voir la météo, mais ça reste très rudimentaire. Mais nous, ce qu'on veut, c'est aller sur les réseaux sociaux, consommer du contenu, écouter de la musique. Et pour ça, il y a un truc super cool à activer. Il suffit d'aller dans les widgets, utiliser le widget d'application, cliquer dessus, et vous pourrez activer les applications sur l'écran externe. Et comme ça, vous pourrez profiter d'un très petit nombre d'applications. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a une autre solution. Il faudra télécharger l'application Goodlock. Allez télécharger le module Multistar. À partir de là, vous cliquez sur I Love Foldable, et ensuite vous cliquez sur Launcher Widget. Et une fois dessus, vous aurez accès à toutes vos applications. Enfin! Alors c'est cool, vous les avez enfin, mais elles sont pas forcément optimisées pour ce format d'écran. Par exemple, sur Instagram, le bouton pour envoyer un message est malheureusement sur l'objectif de la caméra. Mais on a très facilement la possibilité de modifier la taille de la fenêtre. Et je me suis forcé à utiliser l'écran externe avec pour but d'ouvrir le Flip le moins possible. Et je dirais que pour un bon 70-80% de mes cas d'usage, j'ai pu utiliser l'écran externe sans avoir forcément à ouvrir le smartphone. Et ça, pour le coup, c'est cool. Je vais quand même vous donner un petit ressenti par rapport à certaines applications, mais YouTube, pas de problème, au final ça se regarde très facilement. Twitter ou X, ça fonctionne très bien aussi. L'application du parc Astérix, attention très importante celle-là. Honnêtement, ça marche vraiment bien. Par contre, si on veut regarder des réels sur Instagram ou du contenu horizontal, là ça devient un peu gênant. Et le deuxième point problématique que j'ai rencontré, c'est lorsque l'on veut tenir une conversation. En fait, on alterne trop souvent entre la discussion et le clavier qui prend toute la place de l'écran. Et du coup, en conclusion, même si les applications n'ont pas été optimisées pour cet écran, ça marche. Bon, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Dernière ligne droite, c'est l'heure de la conclusion. Il est jamais trop tard pour faire une conclusion. Du coup, qu'est-ce qu'on a pu voir jusqu'ici? Son écran externe est plus grand, mais l'écran interne n'est toujours pas super convaincant à mon goût. La batterie est meilleure, mais la recharge est toujours trop lente. Les possibilités logicielles natives sont optimisées, mais encore trop limitées. Mais à côté de ça, c'est un beau smartphone que j'ai trouvé clinquant, cool et amusant à utiliser. Et du coup, même s'il ne peut pas rechercher l'excellence, il a quand même la prétention de vouloir fournir une expérience plus qu'agréable, et ce dans tous les domaines. Je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, la cloche, le commentaire si je dis des bêtises ou des bonnes choses, et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ah, et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.